On a un plan de match solide, avec 7 enjeux qui sont clairs, sur lesquels on va plancher dans les prochains mois et les prochaines années. On veut faire une différence. Le nouveau ministre de l'Éducation de François Legault avec ses 7 priorités pour remettre le système québécois sur les rails. Bernard Drinville a de grandes ambitions, comme on l'entendait en entrevue un peu plus tôt, mais peut-il réussir là où tant d'autres ont eu tant de difficultés? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel Séauger est analyste politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alec, a-t-il identifié les bonnes priorités, M. Drinville, cette semaine? Je pense que oui. Je pense qu'il a identifié. Évidemment, il y a tellement de priorités au ministère de l'Éducation. Il fallait faire des choix. Par exemple, les maternelles 4 ans ne s'y retrouvent pas, même si ça reste une priorité de François Legault. Mais oui, je pense qu'on a mis le doigt sur les bonnes priorités. 2 en particulier que je trouve intéressantes, la valorisation des diplômes d'études professionnelles, les DEP. C'est vrai qu'on les a longtemps négligés alors qu'on a beaucoup besoin de ce type de diplôme-là au Québec. L'idée aussi d'amener un autre adulte par classe au primaire, d'utiliser les services de garde pour le faire, ça c'est intéressant aussi. Je crois par contre qu'il sous-estime sa tâche du côté de ce qu'on appelle l'école à 3 vitesses, là, le privé, les programmes particuliers dans les écoles publiques, donc en arts, en robotique, en sport, etc. Et ce qu'on appelle donc le régulier, comme Bernard Drinville le dit, les enfants qui sont dans rien, qui ne sont dans aucun programme en particulier. Il dit qu'il faut étendre les programmes particuliers à l'ensemble du Québec. Il y en a davantage au public, oui, mais on ne pourra pas envoyer tous les enfants dans des programmes particuliers. Il va inévitablement y avoir une forme de sélection. On ne peut pas multiplier les programmes à l'infini. On n'a pas les ressources pour le faire, on n'a pas le personnel pour le faire. Il va toujours rester un certain nombre d'étudiants, de jeunes dans les classes de rien, dans le régulier. Et il faudra trouver une manière de valoriser ces classes-là, de valoriser cet enseignement-là et donner à ceux qui sont dans le régulier la chance, comme les autres, d'étudier dans ce qu'ils veulent, même si c'est à l'université où on se rend assez peu nombreux quand on est au régulier à l'université. Donc, ça, c'est une grosse tâche et le ministre semble peut-être mal mesurer l'ampleur de cette tâche-là. Mais en général, c'est un premier jet, là, ça va se bonifier. Je pense qu'il a identifié de plutôt bonnes priorités. Chantal? Oui, c'est mieux d'identifier des priorités que de ne pas en avoir. Alors, c'est un premier pas. Dire qu'on a un plan de match solide quand on est un peu dans le flou, même sur le nombre d'enseignants qui travaillent au Québec. Oui, c'est ça. Oui, on n'est pas... Mettons qu'on n'est pas rendu là. On a tous découvert quelque chose qu'on pouvait soupçonner, c'est que les gouvernements, pas seulement celui du Québec, légifèrent en l'absence de données, dans la brume. C'est quand même extraordinaire en 2023 d'entendre ça. Ça donne une idée là, que c'est pas seulement les fax et les machines qui sont d'un autre siècle, c'est le mode de fonctionnement au niveau de la collecte de données et de ce qu'on en fait pour évaluer les problèmes. Mais sur les programmes particuliers, des fois, on peut se demander si c'est pas le programme régulier qu'on devrait améliorer. Je soupçonne que mon ami Auger et moi avons tous les deux été des élèves qui étaient dans le programme de rien, là. Et on n'a pas trop mal réussi dans la vie, mais le fait est que ce qui était solide, c'était le programme régulier. C'était pas les options inexistantes dans mon cas en Ontario, de toute façon, à l'époque, en français. Alors, peut-être que dans ce cas-ci, on met l'emphase au mauvais endroit. Mm-hmm. Donc, au lieu d'étendre le programme de pas rien à tout le monde, peut-être bonifier le programme de... C'est vrai que ça fait encore... Mais M. Drinville nous disait cette semaine, il y a encore une réflexion autour de ça, on verra. Michel, on va évaluer son succès comment à Bernard Drinville? Écoutez, c'est des promesses tellement vagues, des têtes de chapitre tellement vagues que n'importe quoi peut être une réussite. Mais... bon, tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent on a un problème avec la pénurie de main-d'œuvre. Le dire, c'est pas et dire que c'est une priorité, c'est pas la régler, ça. Mm-hmm. Et dans plusieurs de ces domaines-là, on ne sait pas exactement où le gouvernement s'en va. L'école à 3 vitesses est un bon exemple. Ils ont décidé, avant même que M. Drinville soit nommé à ce ministère-là, qu'on n'allait pas toucher à ça. Ils ont décidé ça pendant la campagne électorale. Alors, on peut toujours essayer de se trouver de la marge de manœuvre. Puis, je remercie Chantal de penser que j'ai bien réussi dans la vie, mais dans le temps, il y avait deux voies. Il y avait le privé, puis il y avait le public. Puis le public était des écoles de rien. C'est arrivé relativement récemment, ces spécialisations-là. On les a pas encore bien évaluées. C'est pas encore quelque chose dont on sait si ça marche de façon
quotidienne, mais est-ce que ça donne plus de diplômes universitaires? Est-ce que ça donne plus de gens qui seront, par exemple, dans un cours professionnel? Ça, c'est la priorité de Jacques Parizeau quand c'est devenu premier ministre, ce qu'on appelait à ce moment-là le professionnel court. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Alors, il y a les bonnes têtes de chapitre, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr qu'on pourra dire s'il a réussi ou pas juste à partir de ces têtes de chapitre-là. Oui, Chantal, rapidement. Non, et là, toute la dynamique qui crée les écoles à 3 vitesses, c'est quand même le régime très particulier du Québec sur le financement des écoles privées, qui fait que les écoles qui ne le sont pas et qui sont publiques, pour faire concurrence aux privés, offrent plein de spécialités. C'est sûr que ça rend le cours plus intéressant, mais ça se fait quand même au détriment du grand nombre qui sont dans le programme régulier, qu'on vient d'ailleurs de baptiser de façon tellement péjorative que c'est à se demander quel parent va vouloir maintenant que ses enfants soient dans ce programme-là. Oui, non, effectivement, un programme de rien. Oui, c'est pas très reluisant, effectivement. Je soupçonne qu'on va en reparler pas mal, ça, d'éducation au cours des prochains mois, parce que c'est la priorité du gouvernement Legault, puis M. Drainville, du pain sur la planche. Cette semaine, et ça aussi, on en parle souvent, santé, mais le jalon a bougé encore un peu cette semaine. Vous allez entendre une déclaration de François Legault, puis je reviens avec vous, Michel, tout de suite après. Justin a raison, c'est pas juste une question d'argent, mais ce qui est important, c'est qu'il y a de la flexibilité parce que chaque province n'est pas rendue au même endroit, puis a des priorités qui peuvent être différentes. Mais la flexibilité, Michel, parce que M. Trudeau a dit cette semaine, peut-être une entente nationale, puis ensuite des ententes individuelles avec chacune des provinces sur des éléments particuliers. On semble vraiment avoir réussi à trouver une voie de passage. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Je pense que l'opinion publique leur a clairement indiqué à tout le monde, premier ministre provincial comme premier ministre fédéral, qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Dans les missions de l'État, les trois plus grandes, la santé, l'éducation et la justice, ça va pas très bien un peu partout à ce moment-ci. Donc, c'est un petit peu difficile pour le gouvernement fédéral de dire vous allez faire ceci, cela. Et il va falloir avoir de la flexibilité. C'est toujours un peu ce qui a manqué quand on a parlé d'éducation. Alors, à ce moment-ci, donc, il va être et de santé, je veux dire, et donc, il va peut-être être possible, avec des ententes particulières, de régler le problème. Mais c'est pas... tant qu'on n'aura pas vu le montant, tant qu'on n'aura pas vu exactement ce que le gouvernement fédéral va demander, on ne peut pas le savoir, mais c'est vrai que ça regarde bien. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est ça, parce que tout le monde semble, en tout cas, il y a clairement, le ton a changé beaucoup, Alec, depuis le début. Là, on est parti de Vancouver où on était à couteau tiré, où là, tout le monde semble être capable de s'asseoir ensemble et de dire il y a intérêt d'entendre. Est-ce que c'est réglé ou il y a encore des écueils potentiels que M. Trudeau ou ses collègues devraient surveiller? On a beaucoup tenté de minimiser les attentes du côté d'Ottawa cette semaine en disant, vous savez, c'est pas l'endroit où Justin Trudeau va signer l'entente avec les provinces. Ce n'est qu'une rencontre de travail entre les premiers ministres provinciaux et le premier ministre du Canada. Mais en même temps, ça ne peut pas qu'être une réunion de travail. Soyons honnêtes, là, si on sort de cette rencontre-là avec des gros titres dans les médias et dans les journaux, aucun progrès ou aucune entente, ça va mal paraître pour tout le monde, là, autant pour les provinces que pour le fédéral. Donc, je pense qu'il faut que les progrès soient significatif en sortant de cette rencontre-là. Je ne sais pas si l'entente va être signée, mais il faut qu'on soit très, très près d'une entente et qu'on puisse le dire à la population. Parce que se rencontrer pour parler, là, je ne pense pas que la population canadienne s'attend à ça de la part des premiers ministres. On va avoir un peu, je pense, les couleurs de cette rencontre-là quelques jours avant, quand Chrystia Freeland, ministre des Finances, va rencontrer ses homologues des Finances le 3 février à Toronto. Elle les rencontre pour dire voici ce que vous allez obtenir en gros en termes de transfert pour préparer vos propres budgets. Si l'ouverture, Mme Freeland, s'il y a de l'argent sur la table pour la santé, elle va ouvrir un peu son jeu puis elle va dire regardez, voici les paramètres avec lesquels on va discuter là, dans quelques jours entre le premier ministre Trudeau et vos premiers ministres. Et là, on va savoir si on peut avoir quelque chose d'assez concret. Si le 3 février, tout le monde sort mécontent de la rencontre avec Mme Freeland, ça ne sera pas bon signe pour la rencontre du 7 février. Chantal, en même temps, on a l'impression que tout le monde a quelque chose à perdre de ne pas faire preuve d'un peu de flexibilité, là, tant du côté des ministres des Finances que du côté des premiers ministres le 7 février. C'est vrai, tout le monde a une obligation de résultat pour des raisons différentes, les provinces et le gouvernement fédéral, mais moi j'en ai couvert deux sommets du même genre, un sous Jean Chrétien, l'autre sous Paul Martin.
Les 2 fois, il n'y avait pas d'entente. Il restait plus que juste de sortir le communiqué ou de s'entendre sur les virgules. Et les 2 fois, le gouvernement du Canada, le premier ministre, s'est fait tasser dans un coin et a fini par être obligé de mettre plus d'argent pour sortir avec une entente. Alors, on verra la dynamique. Puis là, je vous amène un petit peu ailleurs parce que ça commence à faire des vagues et ça a de l'importance pour la survie du gouvernement de Justin Trudeau. Et c'est l'idée, pour arriver à une entente de Justin Trudeau, de laisser passer des initiatives qui envoient des chirurgies au privé, comme celles qu'on voit en Ontario, mais pas seulement. Ça fait des vagues auprès du NPD, mais cette semaine, ça a commencé à faire des vagues au sein de son propre caucus, où il y a des députés ouvertement qui disent je suis déçu que mon premier ministre ait dit que c'était une sorte d'innovation. Et je vous dirais que si j'étais dans le bureau de M. Trudeau, je regarderais ça parce qu'il y a des nuages qui peuvent mener à des tempêtes qui n'ont rien à voir avec son entente avec les provinces, mais qui ont beaucoup à voir avec l'avenir du gouvernement. Oui, effectivement. Innovation, c'est le terme que M. Trudeau avait utilisé dans une entrevue avec votre collègue au Star il y a une semaine. Ça nous amène à la reprise des travaux parlementaires. Bon, on va beaucoup parler de santé, je présume. On va beaucoup parler de finances par la force des choses parce qu'il y a un budget qui s'en vient à Ottawa et à Québec. Je vais commencer avec vous, Michel. Qu'est-ce que vous allez surveiller sur les 2 fronts, vous, dans le courant de la prochaine session parlementaire? Commençons par Québec. Il va falloir voir ce qui va se passer avec les initiatives que le gouvernement prend ces temps-ci. Par exemple, M. Roberge, vendredi matin, qui relançait le débat sur la langue, comme si la loi 96 n'avait jamais existé. C'est quand même assez étonnant. Le gouvernement a dit pendant toute la campagne électorale que c'était une loi phare. On a utilisé la clause dérogatoire pour montrer qu'elle était importante puis pour pas la faire contester. Et là, on dit non seulement on commence le travail et voici nos têtes de chapitre, mais M. Jolin Barrette, qui était le ministre de la langue, n'est pas dans le comité de ministres qui va s'occuper de la langue. C'est un petit peu particulier. Il faudra voir comment ça fonctionne. Il faudra aussi voir, parce que ça va être la première fois qu'on va voir l'opposition en action. Est-ce que, par exemple, le Parti libéral, qui a de gros problèmes actuellement, on ne se le cachera pas, est capable de s'imposer comme opposition officielle? Est-ce que Québec solidaire, qui se voit déjà avec un 12e siège, peut prendre sa place? Quelle va être la place du PQ, qui est très bon pour faire parler de lui, mais une fois dans le contexte parlementaire, c'est plus difficile. Ça va être aussi à surveiller. À Ottawa, je veux dire, on va surveiller la conférence sur la santé et le budget de Mme Freeland. C'est les deux grandes choses. Et Chantal en parlait, la survie du gouvernement. Ben, combien de temps le NPD va encore aimer ça? C'est pas évident. Puis des choses traditionnelles pour le NPD, comme ne pas avoir de privé dans la santé, ça risque de devenir un écueil, évidemment. Chantal. Bon, évidemment, le budget fédéral, pour toutes ces raisons-là, mais aussi pour la capacité du gouvernement de continuer à être concurrentiel dans les intentions de vote. On a vu là, les discours des 2 principaux chefs, Justin Trudeau et Pierre Poilievre, à leur caucus pour préparer la rentrée. Et ce qu'on comprend, là, c'est que les gants sont tombés des 2 côtés. Pierre Poilievre, bon, est en mode attaque, on est habitué. Mais Justin Trudeau, qui est en mode réplique, ça suggère qu'il y a des chiffres qui doivent déranger les libéraux. Et en même temps, le Parti libéral, ou les libéraux ont commencé, et je dis bien le parti, à demander aux députés s'ils avaient l'intention de se représenter. Ouais. La vérité, c'est que quand on décide qu'on ne se représente pas, on se sent beaucoup plus libre de parole. Et ça pourrait avoir un impact sur la cohésion du caucus de M. Trudeau, qui, cette semaine, a essuyé des tirs nourris sur sa gestion des finances publiques par des gens qui sont totalement identifiés au Parti libéral du Canada. Effectivement. Alex, je vous laisse le mot de la fin. À Québec ou à Ottawa, qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, cette semaine? Je vais suivre un dossier partagé pendant toute la session, qui est celui de l'immigration. L'aimez-vous, le dossier de l'immigration? Ouais, j'en fais presque une obsession et vous n'auriez pas totalement tort. Autant ici qu'à mon émission, j'en parle souvent parce que c'est un dossier qui est chaotique, qui est partagé Québec-Ottawa. Puis là, je ne parle pas uniquement des demandeurs d'asile, du chemin Roxham, qui, oui, est un dossier très important. Je parle aussi des visas pour les étudiants francophones, étrangers, qui veulent venir étudier au Québec. Toute la question également de l'avenir du français par l'immigration presque 100% francophone.
C'est les premiers pas de Christine Fréchette, la nouvelle ministre de l'Immigration du Québec, qui a commencé cette semaine à accorder ses premières entrevues. L'impression est bonne, le ton est bon, c'est une femme de dossier. Va-t-elle avoir l'ascendant sur ses propres collègues au caucus et au cabinet Legault pour imposer des changements? Ce sera à voir. Et Sean Fraser, que dire de Sean Fraser, le ministre fédéral de l'Immigration, si ce n'est qu'il est par son absence au Québec un poids pour son gouvernement, le fait qu'il ne puisse pas accorder d'entrevue en français, alors que tous les points chauds ou presque de ce ministère-là se trouvent au Québec. Je parlais du chemin Roxham, le financement des organismes communautaires à Montréal qui sont débordés par l'afflux des demandeurs d'asile, les visas francophones pour les étudiants étrangers, etc., les travailleurs étrangers temporaires, les délais. Tout ça est au Québec, mais il est incapable de s'expliquer au point où on est obligé de demander à Pablo Rodriguez, son ministre responsable au Québec, de dire est-ce que vous lui parlez à Sean Fraser? Est-ce qu'il est au courant qu'il y a des problèmes dans ce domaine-là au Québec? C'est pas normal. Alors, je sais qu'il n'y a pas de remaniement en vue à Ottawa, mais on ne rend pas service actuellement à ce dossier-là au gouvernement Trudeau par le vide créé par l'absence de ce ministre-là, qui est incapable d'expliquer si on fait quelque chose et si même ça nous préoccupe ce qui se passe en immigration au Canada. On nous dit que ça s'en vient, l'entrevue en français. En tout cas, on nous dit qu'ils travaillent là-dessus. C'est tous... Je pensais que vous alliez dire un règlement du chemin Roxham, l'entrevue en français. Voilà. Okay. Je ne vous dis pas que ça règle l'ensemble des choses, mais bon, il fait des petits efforts. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.